Linos et Jacques Le Wezek. Cette conférence va se dérouler en 3 présentations, plus des échanges qui seront intercalés avec des échanges avec le public pour poser des questions. Donc, 3 sujets qui sont vraiment d'ordre d'actualité aujourd'hui au niveau de la vape. Donc, Jacques Le Wezek va nous faire une première présentation sur les effets positifs de la nicotine. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de venir regarder cette conférence parce qu'on vous pose la question tous les jours sur la nicotine. Qu'est-ce que c'est que cette nicotine? Est-elle dangereuse ou ceci ou cela? Donc, Jacques Le Wezek, c'est le spécialiste de la nicotine en France et donc il va faire une présentation sur ses effets positifs. C'est un mot qui est très fort, effets positifs de la nicotine. La deuxième présentation, ce sera Konstantinos Farsalinos. Et là, il va nous parler d'un autre sujet qui est vraiment très important et qui est vraiment d'actualité. C'est la différence entre le tabac chauffé et la vape. Donc, vous avez aussi certainement beaucoup de questions par rapport à ça. Et là, on va avoir forcément beaucoup de réponses avec le grand spécialiste de la e-cigarette, au moins en Europe. Et puis une troisième présentation qui sera aussi présentée par Jacques Le Wezek, qui est une présentation qui avait été préparée par Gérard Materne, que certains connaissent et qui malheureusement n'a pas pu au dernier moment se déplacer sur le salon. Jacques Le Wezek et Gérard Materne travaillent énormément ensemble depuis très longtemps. Et donc c'est Jacques qui va faire la présentation de Gérard Materne sur la vape et la réduction des risques. Donc aussi un sujet qui vous concerne tous les jours dans les boutiques. Donc nous allons commencer avec Jacques Le Wezek sur le sujet, les effets positifs de la nicotine. Je vous invite à nous rejoindre sur l'espace conférence. Merci Sébastien, merci à la foule émue de sa présence. Bon, ils vont venir, je le sens, ils vont venir. Donc voilà, moi je suis toujours l'électron libre dans l'histoire et puis j'aime bien provoquer un petit peu, mais c'est un sujet que moi je connais depuis très longtemps et que je pratique depuis très longtemps, la nicotine. Et la nicotine, elle a été diabolisée, comme vous le savez, même les fumeurs en ont peur. C'est une barrière importante dans les boutiques de vape quand on fait passer un fumeur à la vape. Mais il serait bon justement que ces idées qui sont pas neuves, ce sont des idées qu'on a depuis très longtemps, mais qui restent dans le milieu scientifique, puissent diffuser dans la population, parce que la nicotine, effectivement, c'est pas du tout diabolique, et au contraire, c'est une substance qui a énormément de caractéristiques positives. Oups. Yes. Donc la nicotine, en fait, elle n'est pas simplement impliquée dans la dépendance au tabac, tout simplement parce qu'elle agit absolument partout dans l'organisme. Nous avons des récepteurs nicotiniques qui captent cette nicotine absolument partout dans l'organisme, y compris sur notre système digestif, par exemple. C'était la fameuse règle les 3C que les fumeurs connaissent bien, le café, clope, caca, qui fait que lorsqu'on arrête de fumer, on a souvent des problèmes de constipation, surtout si on ne prend pas suffisamment de nicotine. C'est moins un problème avec la vape, puisque le fumeur qui passe à la vape sait totalement doser sa nicotine, et donc c'est beaucoup moins problématique, mais c'est quelque chose qu'on rencontrait fréquemment avec les substituts nicotiniques, par exemple, où très souvent les gens étaient sous-dosés. Donc il existe plusieurs types de récepteurs nicotiniques, il n'y en a pas un seul, il y en a de nombreux types et qui ont des propriétés différentes dans l'organisme. Et donc, de nombreux systèmes, bien évidemment au niveau du cerveau, mais partout dans l'organisme, de nombreux systèmes sont donc susceptibles d'être influencés par les effets de la nicotine. La nicotine agit en particulier sur le système nerveux autonome, et donc elle a tout un tas de propriétés, mais qui sont aussi particulières parce que ces récepteurs à la nicotine sont particuliers. On dit souvent que la nicotine a un effet accélérateur cardiaque, un effet de vasoconstriction, d'augmentation de la pression artérielle. Mais ça, ce ne sont que des effets aigus.
Ces effets aigus chez un fumeur qui n'a pas fumé de la nuit, par exemple, ou que l'on va si l'on teste les effets de la nicotine chez un non-fumeur. Mais le récepteur à nicotine est fait de telle manière qu'on a une tolérance aiguë qui s'installe très vite au cours de la journée et qui font que beaucoup de ces effets disparaissent. Les récepteurs nicotiniques, c'est quelque chose de très répandu donc dans l'organisme. Le tout premier qui avait été découvert, c'est celui qui est en haut à gauche, là. C'est le récepteur qui vous permet de contracter vos muscles squelettiques. Hein. Tous les muscles squelettiques, les longs muscles qui font bouger vos bras, vos jambes, etc., sont commandés par un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine. Et sur la plaque neuromusculaire, on a donc des récepteurs nicotiniques qui produisent cette contraction. Donc ce récepteur, constitué de 5 petites protéines qui traversent la membrane des cellules, a été décrit dans les années 60, entre autres par Changeux, comme étant 5 sous-unités alpha, bêta, gamma, delta, et une forme epsilon chez l'embryon. Mais au niveau cérébral, on n'a que des formes présentant des sous-unités, soit alpha, soit bêta. Celui qui est le plus courant et qui est impliqué dans la dépendance, c'est le récepteur qu'on appelle alpha 4, bêta 2, tout simplement parce qu'il y a 2 sous-unités alpha 4, 3 sous-unités bêta 2 qui le composent. Donc c'est ce récepteur-là qui est le plus impliqué dans la dépendance. C'est par exemple sur ce récepteur que va agir la molécule de Champix, la varénicline, qui est un traitement pour l'arrêt du tabac. Mais il existe aussi d'autres formes de récepteurs dans le cerveau, et en particulier une forme qu'on appelle alpha 7, parce qu'elle est uniquement constituée de sous-unités alpha. Et ce récepteur-là, par exemple, est impliqué dans la schizophrénie. Les schizophrènes ont une déficience des récepteurs alpha 7. Ce récepteur alpha 7 en lui-même est un récepteur qui a besoin de plus fortes doses de nicotine pour être stimulé que le récepteur alpha 4 bêta 2. Et donc ça explique pourquoi les schizophrènes, beaucoup de schizophrènes sont fumeurs. Hein, c'est la population où il y a plus de fumeurs. Quand on est dans les populations psychiatriques, on a plus de fumeurs que dans la population générale. Chez les personnes déprimées, on est à 60%, c'est le double du nombre de fumeurs dans la population générale. Dans la population schizophrène, on est au-delà de 80% de fumeurs. Et ce sont de gros fumeurs qui consomment des grosses quantités, qui tirent très fort sur leurs cigarettes, en particulier pour aller chatouiller les quelques récepteurs alpha 7 qui sont encore efficaces. Et donc, ce qui est très important à comprendre, c'est que la nicotine, elle n'agit pas spécifiquement sur un neurotransmetteur, sur une molécule de transmission du cerveau, mais qu'elle a la capacité, en fait, de faire de la neuromodulation. Il y a sur les terminaisons de tous les neurotransmetteurs du cerveau, que ce soit la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, etc., vous avez des récepteurs présynaptiques qui vont stimuler la libération d'autres neurotransmetteurs. Donc en fait, consommer de la nicotine, c'est modifier totalement la chimie de son cerveau et c'est avoir la capacité d'interagir sur l'humeur, sur tout un tas de choses qui vont participer bien évidemment à la dépendance tabagique, parce que justement le fumeur qui sait très bien doser la nicotine qu'il va tirer sur ses cigarettes est capable de modifier ses états de conscience avec cette nicotine. La nicotine peut être vue comme un médicament. Chez les schizophrènes, on estime par exemple que, ou chez les personnes à tendance avec des symptômes dépressifs, la nicotine, quelque part, est une automédication. Et quand on regarde l'ensemble des récepteurs nicotiniques dans le cerveau, avec tout un tas de différentes sous-unités,
on voit toutes ces maladies neurologiques ou psychiatriques dans lesquelles la nicotine pourrait être, sinon un traitement, au moins un outil pharmacologique pour mieux comprendre les différentes maladies et essayer de développer des traitements adéquats. L'un de ceux qui a été évoqué, et ceci très tôt, comme vous pouvez le voir, puisque le premier essai date de 1926, c'est la nicotine dans le Parkinson. En effet, on sait, d'après les données épidémiologiques, que le fait de fumer protège du Parkinson. La nicotine a en quelque sorte la capacité de protéger les neurones de la mort neuronale. Le Parkinson, c'est simplement des neurones dopaminergiques qui meurent, qui ne produisent plus suffisamment de dopamine. Et donc, la nicotine qui a la possibilité de stimuler ces récepteurs va permettre d'avoir une amélioration chez les Parkinsoniens. La maladie de Parkinson, en fait, elle est due à la mort neuronale de certains neurones dopaminergiques. Les neurones dopaminergiques, il y en a deux noyaux dans le cerveau. Il y a l'aire tegmentale ventrale qui est impliquée dans les phénomènes de dépendance et qui libère de la dopamine dans le noyau accumbens. Et puis, il y a cette voie nigrostriée qui va de la substance noire au striatum. Et lorsque cette voie-là, lorsque ces neurones-là meurent, cette voie-là est perturbée, c'est ce qui cause la maladie de Parkinson. Eh bien, en 1999, j'ai participé à une étude pilote que l'on a fait en France, où l'on a recruté 6 patients parkinsoniens, tous non-fumeurs, mais à qui on a administré des doses par patch qui allaient jusqu'à 5 patchs par jour. Donc des doses très importantes, beaucoup plus importantes que ce qu'on utilise, par exemple, pour faire arrêter les gens de fumer. Et ce n'est qu'en utilisant des doses fortes que l'on obtient cet effet positif chez les Parkinsoniens, que l'on peut observer sur des échelles cliniques. Vous voyez que en bas, vous avez la cotinine, c'est-à-dire ça reflète la quantité de nicotine qui est délivrée à chaque patient au cours du traitement. Ceci, ce sont des semaines, donc vous voyez que ça a été fait sur environ 6 mois. Et en montant progressivement la nicotine, on voit une amélioration qui se reflète ici par une baisse sur ces deux courbes, une amélioration de l'état clinique des Parkinsoniens, qui accompagnait d'une baisse de leur traitement classique, la L-Dopa, et de tous les traitements qui sont associés. Donc malheureusement, cette étude est une étude pilote, non contrôlée contre placebo, donc ça n'a pas suffisamment de valeur scientifique pour en faire un traitement courant. La maladie d'Alzheimer, c'est pareil, en fait, on a très longtemps utilisé des traitements cholinergiques, mais non pas nicotiniques, mais muscariniques dans la maladie d'Alzheimer, alors qu'en fait, ce sont d'abord les récepteurs nicotiniques qui sont touchés. Et ce sont les neurones qui portent ces récepteurs nicotiniques qui meurent les premiers. Et on sait par ailleurs que la nicotine améliore les effets cognitifs, que ce soit la mémoire, etc. Et donc, par son effet aussi neuroprotecteur, qui va protéger les neurones de la mort cellulaire, eh bien, on peut aussi avoir un effet positif de la nicotine dans la maladie d'Alzheimer. Abbott, qui est un laboratoire américain, avait d'ailleurs travaillé au début des années 2000 sur des agonistes spécifiques, c'est-à-dire que des molécules qui sont proches de la nicotine, mais qui sont légèrement différents pour avoir une activité plus spécifique, et qui avaient clairement montré, ici dans une tâche de mémoire, que la substance était donnée par patch, comme la nicotine, et en utilisant des doses de plus en plus importantes, on voit qu'on avait un effet dose positif qui montrait une amélioration des fonctions cognitives, donc chez des patients Alzheimer. Dépression, c'est quelque chose de connu aussi parce qu'il arrive très souvent que lorsqu'un fumeur arrête de fumer, une dépression puisse émerger à l'issue de ce sevrage. C'est particulièrement le cas si les gens sont sous-dosés en nicotine. Et parce que la nicotine, justement, elle est recherchée par ces fumeurs-là pour régler leur humeur.
Et donc, il y a une possibilité là aussi. Il y a eu un petit essai clinique qui a été fait, qui montre clairement une amélioration de l'humeur. Et puis, par exemple, le bupropion, c'est-à-dire le Ziban, qui est un autre des médicaments utilisés, moins maintenant, mais qui a été utilisé dans l'arrêt du tabac. À l'origine, le bupropion, c'est un antidépresseur, mais qui a été utilisé dans l'arrêt du tabac parce qu'on s'est rendu compte que les patients déprimés, fumeurs, que l'on traitait sur bupropion, arrêtaient spontanément de fumer. Il y a un autre facteur important dans le fait de fumer, c'est que dans la fumée de tabac, il existe des substances antidépresseurs. Il y a ce qu'on appelle des inhibiteurs de monoaminoxydase. Des substances comme l'Harman ou Norharman sont présentes dans la fumée de tabac et ont un effet antidépresseur qui équivaut à peu près à 40% d'un traitement antidépresseur. Donc un fumeur qui fume, c'est comme s'il prenait un traitement antidépresseur permanent. Ça, c'est justement un petit essai qui a été fait chez des non-fumeurs sur justement l'effet de la nicotine, sur la suppression des effets dépressifs. Et on voit ici qu'en fonction du temps, donc premier jour, au bout d'une semaine, au bout de 3 semaines, en augmentant progressivement la dose, on est sur du patch, donc on est chez des non-fumeurs, donc 3,5 mg, puis 7 mg. On voit une amélioration ici sur les barres noires, c'est-à-dire la diminution de l'échelle de dépression. Et ensuite, quand on rediminue la dose de nicotine, bien on voit qu'il y a un échappement. Donc il y a une possibilité que la nicotine ait de ses effets. Et donc je mentionnais tout à l'heure le bupropion. Et le bupropion a ici, c'était une diapo un petit peu compliquée, mais en fait cela montre l'interaction du bupropion directement sur les récepteurs nicotiniques. Donc ça veut dire que le bupropion agit directement en inhibant ces récepteurs. La schizophrénie, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc on a en plus on a un lien génétique entre la maladie et ce fameux récepteur alpha-7 nicotinique qui a été montré en fait avec un petit test tout simple. Lorsque l'on fait entendre à quelqu'un 2 clics successifs chez un sujet normal, la réponse qu'on enregistre avec un électroencéphalogramme, à la deuxième réponse, on a une réponse atténuée. La première réponse, le premier clic va déclencher une réponse importante, le deuxième clic est atténué. C'est ce qui nous permet de lire dans une ambiance bruyante, par exemple. On arrive à se soustraire du bruit ambiant qui devient un bruit de fond et on l'entend toujours, mais on ne le traite plus. Et il y a un moment donné, si au contraire il y a un bruit surprenant, là on va à nouveau se tourner vers ce bruit. C'est ce qu'on appelle la filtration de l'information. Les schizophrènes sont incapables de faire ça. Si vous faites la même étude avec les 2 petits clics, vous voyez que le schizophrène, que ce soit au premier ou au deuxième, il répond de la même manière. Il est incapable de filtrer cette information. C'est pour ça que les schizophrènes sont incapables de focaliser leur attention, etc., parce qu'ils n'arrivent pas à s'isoler et à faire des tâches précises. Eh bien, sauf si on les laisse fumer ou si on leur donne de la nicotine. Donc, en fait, c'est une des choses pour lesquelles les schizophrènes fument, c'est que grâce à cette nicotine, ils arrivent à refocaliser leur attention. Le syndrome de Gilles de la Tourette, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un syndrome où les gens font des gestes sans les contrôler. Parfois, c'est même des tics vocaux, souvent avec des mots grossiers. C'est pas tout le temps, c'est souvent dans des situations anxieuses, des situations où ils sont mal à l'aise. Eh bien, on a pu aussi montrer, c'est très compliqué parce que on a du mal à comprendre comment ça fonctionne, mais la nicotine a des effets positifs qui sont illustrés ici, par exemple, par l'écriture d'un jeune adolescent, parce que c'est une maladie qui commence très tôt et qui malheureusement ne se traite que par les neuroleptiques. Donc c'est pas une vie, si je puis dire, de prendre des neuroleptiques à vie. Donc ce jeune
avec un syndrome de Gilles de la Tourette. Voilà son écriture lorsqu'il n'a pas eu de nicotine. Vous lui donnez une gomme à la nicotine et un quart d'heure plus tard, il écrit comme ça. Donc c'est pareil pour tout le reste du comportement. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu un essai clinique qui a été fait avec du patch. On a traité des jeunes tourettes avec un patch à la nicotine pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, on a regardé combien de temps ils étaient améliorés. Et on a une amélioration statistiquement significative jusqu'à 8 semaines après l'arrêt du traitement. Or, on sait que la nicotine, je ne sais pas si vous le savez, mais on sait que la nicotine disparaît très vite de l'organisme. Un fumeur qui se lève le matin, il n'a plus de nicotine dans le sang. Donc, ces jeunes patients qui ont reçu de la nicotine par patch, dès le lendemain matin, ils n'avaient plus de nicotine dans le sang. Et ceci dit, l'effet clinique d'amélioration était visible jusqu'à 8 semaines. Donc il y a là quelque chose d'assez surprenant, mais qui nécessiterait beaucoup plus de recherche que l'on a fait jusqu'à présent. Et c'est pour ça que j'ai consacré ma vie à la nicotine, parce que la nicotine, ce n'est pas simplement l'arrêt du tabac, ce n'est pas simplement la vape, c'est aussi une substance extraordinaire pour aller justement découvrir les maladies neurologiques, neuropsychiatriques, et essayer de trouver des traitements plus efficaces. Et pourquoi pas, si on n'a rien d'autre sous la main, utiliser la nicotine, comme c'est le cas, par exemple, on le fait beaucoup maintenant avec des patients parkinsoniens. Voilà, donc j'espère qu'un jour, la recherche va être encouragée à aller dans ce domaine qu'il faut approfondir. Et ça permettrait aussi, du coup, de dédiaboliser la nicotine et de faire en sorte qu'on arrête en particulier de mettre des bâtons dans les roues à la vape, juste sous le prétexte que la nicotine, c'est dangereux. Non, la nicotine, quand on l'utilise en tant que fumeur ou en tant que vapoteur, ça n'est pas dangereux et ça peut même être très utile. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup, Jacques, pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un veut poser des questions à Jacques? Il est là, c'est le moment. Pas de questions, c'était tellement complet. Moi, j'ai une question, Jacques, du coup, parce qu'on voit le mot médicament qui apparaît dans ta présentation, on parle de maladie, etc. Où se situe la frontière, justement, du bien de consommation courante et du médicament? C'est une bonne question. Pour moi, il est clair que la vape doit rester un produit de consommation courante. La vape n'est qu'une alternative au tabagisme, et c'est une alternative au tabagisme qui peut faire, c'est la première fois dans l'histoire, qui peut faire disparaître le tabagisme. Le problème du tabagisme, ce n'est pas la nicotine, c'est même pas le tabac, c'est le fait d'inhaler de la fumée. On pourrait fumer de la salade séchée, on aurait exactement les mêmes toxiques. Donc cette nicotine, elle doit rester disponible comme bien de consommation publique dans ce domaine-là. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir des visées thérapeutiques avec cet outil. D'abord comme outil, comme je l'ai dit, c'est-à-dire pour essayer de découvrir, d'aller un peu plus loin dans ces maladies et l'utiliser tel que, mais probablement plus sous forme de patch, mais peut-être, pourquoi pas, de vape non plus, hein. Mais aussi de développer des molécules spécifiques qui vont aller agir sur certains récepteurs nicotiniques et pas sur tous. La nicotine, elle a la capacité d'agir partout. Dans le cas que j'ai présenté dans la maladie d'Alzheimer, où le laboratoire Abbott avait développé ce qu'on appelle un agoniste, c'est une substance qui va aller spécifiquement sur certains récepteurs. Donc là, on est plus dans le médical. D'accord, merci Jacques. On va laisser la parole à Konstantinos Farsalinos, qui va nous faire donc une présentation sur les différences entre le tabac chauffé et la cigarette électronique. So, I can't speak French, sorry. So it's going to be in English. So the presentation is going to be about a new category of products that are coming out in the market. They are not yet in France, but they are available in more than 20 countries now, and it's going to come to France sooner or later.
and it's a category of heated tobacco products. And we are going to show how they work and what's the difference with the e-cigarette, basically. So, although they are quite new products, the story of heated tobacco products is quite old. The first product that was developed, which was a heated tobacco product, was in 88, not 98, 1988, the Premier cigarette from R.J. Reynolds. And you see here, it looks like a cigarette, but it's not exactly a cigarette, and I'll show you what it is. It was abandoned very quickly. It was replaced by a new product, which was called the Clips, and that's what it is, basically. It is a tobacco cigarette, but at the front, there is a carbon tip, and you can see here the carbon tip, and there is a fiberglass surrounding. Basically, you lit the carbon tip, and this transfers the heat to the tobacco cigarette. It works a bit like hookah in the way that they heat the tobacco. And here is a graphic presentation of how it works. So you are heating this tip, which is carbon, and it gets hot, and the heat is transferred to the tobacco, but you don't burn the tobacco. And when you take a puff, you inhale something that is visible, basically. Something between smoke and vapor. It's not vapor, but it's not also smoke. And that's how it worked. It had a lot of problems, a very bad taste, increased carbon monoxide, and it was quite unacceptable for smokers. And you can see here that carbon monoxide was increased at higher levels with this. They called it a glycerol particle cigarette because it was tobacco with a lot of glycerin inside, with a lot of VG, basically. The same VG that we use in e-cigarettes. But it increased carbon monoxide quite a lot. And the reason is simple. This is carbon, it is burning, it releases carbon monoxide. And that's why this is happening. So it was abandoned until Philip Morris International developed the IQOS. It took them 10 years of development to release the product. The investment was $3 billion in research before it was released in the market. They did a lot of studies. They first marketed the product in 2015 in Milan, Italy, and in one city in Japan. And now today it is available in more than 20 countries. They say that within 2017, it's going to be available in 35 countries, and I think France is going to be one of them. And this is what it is. You can see it here for someone holding it in the hand in Japan. Initially, the tobacco sticks were called Marlboro IQOS. Now they are called Heats. They changed the name. But it's basically a battery, a short tobacco cigarette, and this is a power bank where you charge the battery. This is the inside, so it has a resistance, a lot of electronics, and a resistance. When you put the cigarette inside, it goes through the resistance. The resistance is heated, and that's how it transfers the heat to the tobacco. Here you can see a video of how it works. So basically that's the battery part. It looks somehow like an Ego battery. This is the inside, a lithium battery, rechargeable, the electronics, the resistance metal plate, gold, platinum, and ceramic. And when you introduce the tobacco, that's exactly what's happening. It goes through the metal plate, and you just activate it from the button, and you don't see any smoke coming out, but when you take a puff, you inhale vapor, and it's released, and it is vapor. So there is a lot of growth with IQOS. Already in Japan, IQOS has 5% of the tobacco market within about 1.5 years. They have quite a lot. It's very successful, but only in Japan. Everywhere else, it has failed, basically, until now. And you see why it is very successful in Japan. In Japan, they don't have any
strict rules for advertising, and they have developed shops like this. They look like Apple stores. Inside, they are quite impressive, but even from the outside, and it is a very popular product in Japan. Now, IQOS contains tobacco. Unlike e-cigarettes, it is a tobacco stick, which is basically a shorter version of a tobacco cigarette. There is no combustion. You don't need a lighter. You don't light up the cigarette, but they are heating the tobacco at temperatures up to 350 degrees. The battery part, that small piece that looks like an Ego, it lasts only 6 minutes, so you can use it only with one tobacco stick. It needs 15 to 20 seconds to warm up. So you push the button and you wait for 20 minutes. You can't use it for 20 seconds, sorry. You can't use it before that. One stick and basically the battery itself lasts for 5.5 minutes of use, which is 12 to 14 puffs. After 14 puffs, the device is automatically deactivated. So you need to recharge the device, or you need to have a second device with you if you want to smoke another or vape another. I don't know how we're going to call it, smoke vape. it's a bit difficult now, yeah? Another tobacco stick. So you can see here a representation. That's basically a power bank. You put the Ego battery and you recharge it, the battery anyway, yet you recharge it. It takes about 5 minutes to be recharged. And that's exactly what you buy when you get, you buy both when you get the IQOS. It is quite successful in Japan again, showing that from people who have tried IQOS, up to 70% are sticking with IQOS, so they continue to use IQOS, with 62% of them quitting smoking almost completely. It is much more successful in Japan than e-cigarettes are in anywhere in the world. Cigarettes, with e-cigarettes, about 60 to 70% of smokers fail to quit with e-cigarettes. With IQOS, it seems that it's almost the opposite, 60% succeed. But these are data only from Japan. We don't know what's happening in other countries. Now, we did a study, and we measured the levels of nicotine in the unused tobacco of the tobacco stick. And we found that the IQOS tobacco stick contains about 15 milligrams of nicotine per gram of tobacco. Now, the tobacco stick contains about 0.3 grams of tobacco, which means that one IQOS stick has about 5 milligrams of nicotine. It is similar to the levels of nicotine present in tobacco cigarettes, so they are not using any, specific tobacco in the tobacco stick of IQOS. It's the normal tobacco that is also used in tobacco cigarettes. We also tested the levels of nicotine in the aerosol of IQOS, and we compared that with 3 types of e-cigarettes. With a Ciga-like, with an Ego-style battery with something like a Pro-Tank atomizer, and with a Nautilus Mini at 8 watts power setup, and at different puff durations, both 2 seconds and 4-second puffs. Now, the big difference between the e-cigarette and the tobacco cigarette is we all know that when you increase the puff duration, you get much more vapor and much more nicotine from the e-cigarettes, and you can see here in all types of cigarettes, the more the puff duration from 2 to 4 seconds, the more the nicotine that is released into the vapor. But this is not happening with IQOS. Whether you take 2-second puffs or 4-second puffs, and we tested both the menthol and the regular IQOS, there is no change in nicotine. And this is what's happening with tobacco cigarettes too. Another characteristic is that IQOS produced more nicotine than any cigarette at short puff durations, but when you prolong the puffs, the third generation device and even the Ego battery produced more nicotine compared to the IQOS. But still,
the tobacco cigarette was much better than IQOS in delivering nicotine. But that's only with 12 puffs. We didn't check what's happening at 14 puffs, which is the maximum. Probably it goes a bit higher and it gets to levels similar to tobacco cigarettes. This is what you can see when you try to trap the smoke of a cigarette or the aerosol of IQOS into a filter. And that's exactly the big difference between the tar in a tobacco cigarette and in IQOS. It is quite cleaner, not absolutely clean, but much cleaner than a tobacco cigarette. And here is the difference in several toxins compared to cigarettes. Now, tobacco cigarettes are 100%, and this is what is present in three types of products of IQOS, because they have regular, they have mild, and they have menthol. And you can see that for some toxins, the levels are 1% or less, so it's a 99% reduction. In some others, it's about 60, 70, 80% reduction. But it's a long list. We don't have any study evaluating all these, not even for e-cigarettes, but all that are data from Philip Morris. We have tested also the IQOS product for aldehydes, and we compared that with a third generation e-cigarette. Again, the Nautilus Mini, but at high power setup. That's high for Nautilus. And these are the comparisons, and here are literature data for tobacco cigarette. So acetaldehyde, it's about 10 times less, 8 times lower, but the e-cigarette is much lower. For acrolein, another toxin, it's much lower again. It's about 15 times, 16 times lower. Again, the e-cigarette is better. For formaldehyde, again, it's much less and almost similar to a tobacco cigarette. So the heated tobacco products is an old idea, but some new products are being developed and are coming into the market. It's not only IQOS. British American Tobacco is also releasing another product. It's called Glow, which is again a heated tobacco product. It's already available in Japan, and they will also introduce that in Europe. So we are expecting more products to come up. They are much similar to tobacco cigarettes in how you use them. You use them for 6 minutes. You have to discard the stick. You have to recharge the battery. So it resembles tobacco cigarette use and not e-cigarette use. There is no side stream smoke. So when you activate it and you hold it, there is no smoke coming out. There is smoke only when you take a puff. But it smells horrible. For a vapor, it's disgusting. It smells worse than a tobacco cigarette. That's probably good for a smoker, but it's not interesting at all for a vapor because it's awful for a vapor. It has a very low throat heat. You don't feel any throat irritation when you inhale it. The toxins are much lower than smoking, of course, but higher than at least for new generation e-cigarettes. And what I think is that vapors will not like these products. They feel like smoking, and those who have quit smoking with the cigarettes will not like the smell and the taste. It's awful. But it is a very good option for the smokers, especially for the smokers who cannot quit with the cigarettes. And we know that many smokers cannot quit with e-cigarettes or are dual users, which means that they vape, but they continue to smoke a few cigarettes per day. That's all. Thank you. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation de Konstantinos Farsalinos? Profitez-en, parce que c'est assez rare de l'avoir parmi nous. Pas de questions? Jacques, est-ce que sur cette présentation, je ne sais pas si tu découvres la présentation, si tu la connaissais avant,
Je découvre la présentation, mais pas toutes les données. Pas toutes les données, j'imagine. Mais les données les plus récentes que Konstantinos nous a présentées, elles sortent de son laboratoire et il y en a d'autres, je sais, à venir. There's more data to come. Yes, and the big problem with IQOS is that all the data, not almost, all the data are coming from the manufacturer, from Philip Morris. So we need to be very cautious when you look at the data, because it is the company who is making the product that has created all this data. So, and that's why we are trying to do research which is not funded by Philip Morris or by any other tobacco company, because we need independent research and data to see if what they are saying is true or not. Our preliminary results on aldehydes are showing that PMI is telling the truth. Basically, we're finding levels which are a bit lower than what PMI is reporting. So it seems that they are honest, but we need to expand the research, we need to see more, and we need to have non-industry scientists verifying all this data. You should know that Philip Morris has so much data that when they submitted a file to the FDA in the US to get approval for IQOS, the file had 2,300,000 pages. So 2.3 million pages of file for this product in order to get to be reviewed and get approval by the FDA. So you understand the amount of data they have generated over 10 years, it's huge, and it's very difficult for independent people to find the money to do all this. But still, you know, it's the tobacco industry, we need to be very cautious and we need to replicate everything to verify that what they're reporting is the truth. Vous avez besoin d'un peu de traduction ou pas? Non, ça va? Je pense que notre Moi, auditoire... ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait combien de millions de pages I de... suspect you will see it soon in France too. Quand Philip Morris a soumis son dossier à la FDA pour obtenir l'autorisation de présenter ce produit comme un produit de réduction, un produit à risque réduit, comme ils appellent, les 10 ans de recherche qu'ils ont fait derrière leur ont permis de fournir un dossier contenant plus de 2 millions de pages. 2 millions de pages pour un produit. Donc vous imaginez l'importance, le nombre de données possibles. Et Farsalinos faisait la remarque que cette recherche, elle doit aussi être faite de façon indépendante par des chercheurs comme lui pour vérifier que ces données-là sont réalistes. Pour l'instant, sur ce qu'il a vérifié, elles semblent réalistes. Il a même trouvé des données presque un peu meilleures en le faisant lui que ce que Philip Morris avait publié eux-mêmes sur les quelques substances toxiques qu'il a testées. Mais pour lui, il est absolument nécessaire qu'on trouve des fonds et que des recherches indépendantes puissent être faites pour que l'on vérifie bien que ces produits sont bien présentés de façon honnête. Pour évaluer en indépendance. Voilà, tout à fait. Moi, j'aurais une question à poser à Konstantinos. Parce que moi, j'ai vécu toute cette période, j'ai un certain âge dans le milieu, et j'ai vu arriver la première, j'ai vu arriver l'Eclipse, j'ai suivi tout ce système. Et effectivement, ce sont des produits qui n'ont jamais trouvé leur place sur le marché. C'est-à-dire que les fumeurs n'ont jamais adopté ces produits. C'est pour ça qu'ils ont continué à faire des recherches. Et je ne suis pas convaincu que les produits récents comme l'IQOS ou les successeurs vont rencontrer tellement de succès, en particulier dans des pays comme la France, qui est très particulière à cause du système des buralistes, et puis aussi parce que partout en Europe, Farsalinos le mentionnait, il n'a pas la publicité comme ils peuvent avoir au Japon, qui est le seul pays pour l'instant où visiblement ils ont conquis des parts de marché. Mais sans la publicité, sans ces magasins à la Nescafé et compagnie, ça sera beaucoup plus difficile. What I think is the old products like Premier and Eclipse never found out their way. And I doubt that, except for Japan, because they have the possibility to use the old classic, merchandising and advertising and so on. But I doubt
that in countries like France, which is really protected in a way because of the tobacconist system, and everywhere in Europe where advertising is banned, it will be much more difficult, I think, for them. And I'm not sure that smokers would adopt easily that type of product. I think for a smoker, I'll start from the end. For a smoker, it's much easier to adopt this product rather than vaping. Vaping is very different from smoking. This is very similar to smoking. Even the pattern, when you smoke, you lit up one cigarette, you use it, that's it. Then after 30 minutes, 1 hour, you lit up another one. This is exactly how you do it with IQOS too. So the whole experience, and even the smell and flavor is quite similar. In these cigarettes, you can't find any cigarette that smells and tastes like a tobacco cigarette. So for a smoker, it's much more familiar. The problem is that it smells even worse than tobacco cigarette, and it's even disgusting for some smokers that I know who have tried them. Now, for the promotion, you know, I was talking to a guy who is a marketing manager, nothing to do with the tobacco industry. He said that in the history of humanity, every product that did cost billions to be developed, it always became a successful product. Because when you have the money, you can make it a successful product. Now, you're saying that, yes, in Europe, advertising is banned. But there are other forms of advertising. I can tell you what I suspect is happening, for example, in Greece, because in Greece it is available, IQOS is available. I'm seeing a lot of articles by journalists. It's not an advertisement, but it's an article by a journalist saying how good the IQOS is. Now, I don't have any proof, but I think this is an advertising campaign by Philip Morris. They don't make an advertisement on a newspaper or on TV or anywhere else, but I think that they are helping, if not anything else, the journalists in creating these very nice and positive articles, and that's another indirect form of advertising. So they have the money, there's no doubt, they have the will, and I think it will be successful because of that. They are spending a lot of money, and lately they announced that they are willing to stop producing and selling combustible cigarettes when they reach specific market share of this product, and transition from tobacco cigarettes to these products only. PMI, Philip Morris, is also selling e-cigarettes, but they have invested quite a lot in this technology, and I think now they are releasing another type of heated product, which is much similar to Premier. It is a carbon tip heated product, and they are going to release it in one market this year, in 2017. So they are doing as much as they can in this area of the heated tobacco products. And there are other companies coming out. Japan Tobacco International has a product which is very bad, very unsuccessful. I don't know if they are going to improve it, Plume. And British American Tobacco is coming out with Glo, although British American Tobacco has invested a lot more in e-cigarettes rather than in Glo. But they already have it in Japan, and it's quite successful in Japan too. I don't know what's happening in Japan. We'll see what's going to happen in Europe. Donc pour résumer, Konstantinos nous dit que ce sont des produits qui finalement sont quelque part plus facilement acceptables pour le fumeur que de passer à la vape, parce que le comportement est beaucoup plus similaire. On tire ces 10-12 bouffées dessus, et puis on attend, comme on faisait avec sa cigarette, on attend la prochaine. Par contre, ça a un goût abominable, et donc ça pose ce problème-là pour le passage de l'un à l'autre. Et puis, en dehors de ça, il disait, bah oui, effectivement, en Europe et dans beaucoup de pays, la publicité pour le tabac est interdite.
mais en fait, ils ont investi énormément les journaux et ils font passer des articles qui parlent de l'IQOS. Et donc, en investissant des sommes très importantes, c'est une autre forme de publicité déguisée qui fait qu'ils essayent de modifier l'opinion sur l'opinion des gens sur ce type de produit. Et c'est comme ça qu'eux veulent introduire leurs produits. Philip Morris a dit récemment qu'ils envisageaient d'abandonner un jour le marché de la cigarette, donc en développant ce produit-là, mais aussi un peu la cigarette électronique. Mais il est clair que ces 10 ans de développement, ces milliards de dollars dépensés, ils ne vont pas les abandonner comme ça. Donc effectivement, pour eux, c'est leur stratégie à terme de pouvoir, s'ils atteignent un certain niveau de part de marché, d'arrêter la cigarette. BAT est plus sur un autre profil où eux ont beaucoup plus développé le côté cigarette électronique, mais pour l'instant en maintenant leur côté cigarette. C'est peut-être ce qui est intéressant sur ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, les industriels du tabac étaient tous sur exactement le même produit, la cigarette, et là ils sont en train peut-être de se splitter. C'est-à-dire, certains vont sur la cigarette électronique, ça plaît pas, et d'autres vont sur le tabac chauffé. Et peut-être pour la première fois, ces industriels dont on savait, dont on pensait qu'ils étaient tous dans le même sens, ils s'entendaient, ils sont en train de se battre en fait. Maybe it's the first time that the tobacco industry is now divided. They used to be united, and now if PMI and BAT have two different ways to go through that might divert. That's true, and the biggest aggressor, let's say, against these products is Imperial Tobacco, because Imperial Tobacco doesn't have any heated tobacco product under development. So basically, you can find two types of studies in the literature on IQOS. One type of studies, one large number of studies is from Philip Morris. And some studies are published by Imperial about IQOS, which are trying to show that it's a very bad product and that e-cigarettes are much better because Imperial Tobacco is only selling e-cigarettes. So there is a war between the tobacco companies. Philip Morris is trying to put the IQOS into the same category as e-cigarettes, as nicotine delivery device. And they want to do that because they want to use the advantage of cigarettes of not containing tobacco. But IQOS is a tobacco product, and I think they will not avoid being classified as tobacco product, although they try to. And I think there is no doubt that the cigarettes are safer than, less toxic, let's say, than heated tobacco products because of the lack of tobacco. But there is a big difference between the heated tobacco products and the tobacco cigarettes too, because of the lack of combustion. So I think it should be an option for those smokers who cannot quit with e-cigarettes. Unfortunately, many smokers cannot quit with e-cigarettes. And that's a problem of the e-cigarette industry too, but that's a different, discussion. I think the e-cigarette industry has made a lot of mistakes in the past 3 or 4 years, and they are going to pay for that. Basically, they have neglected the types of products that are acceptable for smokers. So they have developed amazing products for the established vapers, for those who are, very fanatic, let's say, users. But they did very few things about the development of products which are successful for smokers, so that they will attract more customers and we will increase the base of vapers. Oui, Konstantinos pointe le fait que il y a quand même beaucoup de fumeurs qui n'arrivent pas à passer à la vape et que ces produits de tabac chauffé sont peut-être une solution pour ces fumeurs-là. Et il pointe quand même le fait que l'industrie de la cigarette électronique est un peu en faute là-dessus, parce qu'au lieu de faire plaisir aux geeks et aux vapoteurs confirmés, elle aurait dû aussi s'intéresser aux fumeurs
et produire des vaporisateurs qui soient beaucoup plus adaptés au passage de la cigarette à la vape. Oui, Charlie, tu veux nous dire quelque chose? C'est juste une question, je vais la faire en français. C'est par rapport aux jeunes publics, hein, notamment, c'est-à-dire au Japon. Qu'en est-il par exemple de l'appréciation des jeunes à l'égard de l'IQOS? Et en fait, ma question, c'est l'IQOS et les jeunes, quel objectif pour l'industrie du tabac? Et in fine, quel objectif pour les produits chauffés et l'attaque du marché des jeunes? Do you have any notion of the impact of IQOS on youth, and if if in a way the tobacco industry is not, you know? There are no such data on youth use in Japan. Japan is a unique market. First of all, they have no competition from e-cigarettes. E-cigarettes basically don't exist in Japan. So it's a market only for cigarettes and for such products. The second is that they don't have very strict anti-tobacco laws in Japan. And it's understandable. I mean, Japan Tobacco International, 30% of it is owned by the Japan state, basically. And the third is that you don't see headline news in the media every day about formaldehyde being found in IQOS and other toxins and carcinogens. So the situation in Japan is very, very good for IQOS, but they are living in a gold period of not having any opposition and not having any competition. But I think that now that they are releasing the product in other markets, they're going to start seeing bad stories in the media because people are going to start talking about the toxins which are present there. And we're going to see the same thing, the same stories that are happening with e-cigarettes too. And the other problem is that in Europe, there is a lot of e-cigarette use and presence, so they have a very strong competition from another product, which seems to be also safer. So that's why we have a lot of data about Japan, but we have limited data on the success from other countries. Basically, in Italy, for example, it's a failure, although it was the first country where it was released. There is no use, there is very limited use of IQOS. In Switzerland, I think Switzerland was the third country it was available. Now it's available in the UK, in Spain, Portugal, in Romania, in Greece, almost everywhere. I don't know why it's not here yet, but it's going to come for sure. I mean, they will release it everywhere. But I think the situation in Europe is different, basically because of the strong competition from the e-cigarettes. And I think they will have a lot of opposition and bad media stories about IQOS very soon. So that will hurt the confidence of the consumer on the product. And that's a problem which is happening now with e-cigarettes in Europe. You know, people who are reading all these media horror stories about e-cigarettes, they lose confidence, so they don't feel they are not willing to try e-cigarettes. That's a big problem. Oui, le problème, c'est qu'on n'a pas de données pour l'instant au Japon. Puis le Japon reste un pays très particulier puisqu'il y a très peu de contrôle du tabac, quoi, de lois aussi strictes que chez nous en Europe. Et puis, il ne faut pas oublier que 30% des parts des actions de Japan Tobacco appartiennent à l'État, quoi. Donc ça donne... Voilà, on se situe dans une situation où on était quand on avait la CETA en France. Sur le succès de l'IQOS, bah, effectivement, il y a visiblement un gros succès au Japon, mais donc expliqué par une situation particulière. En Italie, c'est un total flop. Et pourtant, ça a été le premier pays où ça a été mis sur le marché. Maintenant, elle est dans de nombreux pays en Europe, sauf la France. Constantinos s'étonne, mais bon, voilà, je pense que le fait du système libéraliste ne doit pas être pour rien. Et puis, il y a les élections. Yeah, we have elections also. Quelques résistances quand même. Mais voilà, et puis il se dit que... voilà, il dit qu'il commence quand même à y avoir des données plutôt négatives sur l'IQOS et que donc
va falloir qu'ils se préparent à répondre à tout ça et que visiblement c'est pas gagné. Et surtout en France où on a vraiment au contraire une très bonne position avec la cigarette électronique et que donc ça va être beaucoup plus difficile pour l'industrie du tabac d'implanter ce produit. Alors le mot-clé, c'est réduction des risques. Et c'est là-dessus que justement ils tentent de surfer, la réduction des risques. C'est très compliqué pour une industrie de promouvoir un produit qui est contre son core business, quoi. Donc, Jacques, tu as peut-être enchaîné sur la présentation, sur la réduction des... Alors, je me posais la question parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il ne nous reste que 10 minutes. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je fasse une présentation là-dessus? Ouais. Moi, ce que je dirais, bon, la réduction du risque, on en a déjà parlé, on parle là. J'aurais plus envie de profiter de la présence de Konstantinos pour discuter un petit peu de ces données et puis inviter tout le monde lundi prochain, dans une semaine, à Paris, au CNAM, pour le sommet de la VAP, où là, il y aura une conférence spécifique sur la réduction du risque avec Jean-Pierre Coutron de Fédération Addiction. Donc voilà, je pense que plutôt que de faire ça rapidement en 10 minutes, je préfère qu'on profite de la présence de Konstantinos. Oui, tu as raison, tu as raison. Sur la réduction du risque, Konstantinos, si tu veux me traduire, Jacques, rapidement, comment c'est gérable en fait pour une industrie de travailler contre son propre produit, quoi. Comment ils peuvent gérer ça? In terms of harm reduction, how an industry can work against its own product at the base, I mean the cigarette. I don't know how truthful their intentions are, but Philip Morris has announced that they want to stop producing tobacco cigarettes. That will depend on the market share of IQOS. So they announced their intentions, and I don't know how truthful they are, but they announced their intentions to eventually stop all production of tobacco combustible cigarettes and transition into a nicotine company with products like the heated tobacco products and e-cigarettes. I don't know, first of all, if these intentions are true. I don't know when they plan to do it, because it's not going to happen tomorrow, of course. Don't forget that Philip Morris is a huge company. It's a multi-billion-dollar company with a lot of investors and a lot of shareholders, and they can't just, they need to take care of their shareholders and investors. So maybe it's true, but it's going to take time. So I'm not sure that they are competing against themselves. I think that they know that eventually they will have a problem as a big company. And companies of this size cannot just close down one day because they can't sell cigarettes. So I think that eventually they are seeing the e-cigarette or products like this as a getaway from a very problematic situation of selling a product, tobacco cigarettes, which are under attack so heavily worldwide. And they know that eventually, every year the sales are going down. Yes, they do have markets like Asia and Africa where they are doing active marketing right now. But even in those countries, sometime at some point, this is going to stop. And they know it. So their self-preservation instincts basically oblige them to look at these products and transition into products which are much more viable and sustainable like these products. So I'm seeing that they have a genuine interest on these products. I'm not sure how soon they are going to stop producing combustibles, to be honest. But I think that eventually they will have to do it under the pressure from the World Health Organization, from the governments, from everyone. So, yeah, it's going to happen. Ouais. Oui, pour Konstantinos, ça arrivera un jour. C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, le marché de la cigarette est encore très important, mais il pense que voilà, si Philip Morris pense réellement ce qu'ils ont dit récemment,
c'est qu'ils commencent à envisager l'arrêt de la cigarette, qui pose quand même de plus en plus de problèmes, en particulier dans les pays développés, même s'il y a encore des développements marketing sur les pays en développement, l'Afrique, l'Asie, certains pays qui n'ont pas encore atteint la consommation de tabac qu'on peut avoir dans d'autres pays. Mais voilà, ils pensent quand même qu'à terme, ça devrait remplacer la cigarette, et ils en ont conscience, ils seront forcés soit par l'OMS, soit par d'autres, par les gouvernements, etc. Et donc ça peut être une solution à long terme pour eux, mais par contre, quand est-ce que ça arrivera, ça c'est loin. In the prolongement of that, don't you think also that heat-not-burn products are actually easier to use as dual product with cigarettes, and for example using a heat-not-burn when you can't smoke and continue smoking, and probably less a problem than for dual users of vaporizer and cigarettes? Well, I think first of all, IQOS smells bad. It smells bad. For example, if you are in a car and someone is using the IQOS, I've experienced that, and I got a headache in 5 minutes because it smells very bad. Especially for me, I was a smoker in the past, but I haven't smoked for 5 years. I'm used to the sweet flavors of because even the tobacco flavor in an e-cigarette is a sweet flavor, basically, compared to the tobacco cigarette. And it is very unpleasant. So it's not very easy to hide it. Of course, there is not a lot of visible vapor coming out, but I think it's much easier to use an e-cigarette and hide it, or at least create a very nice smell instead of the IQOS smell, which is awful. So it's much easier for that. But as I said, it's more familiar. Smokers are more familiar with the patterns of use of the heated products. And they are also less complicated. You know, you don't need to open the atomizer, fill the liquid, you know, have tissues to clean the atomizer and so on. It's much simpler. And it delivers a taste and a smell that smokers are more familiar. Although my experience with some friends who are smokers, and I gave them the IQOS even before it was available in Greece, because I have IQOS for 2 years now, and I'm doing the tests in the lab. And I got it from Italy, from Milan, the first city where it was marketed. In 3 or 4 cases, they all failed to quit. Basically, they couldn't use the IQOS for more than 2 or 3 days because they said that it smells awful. So that's a big problem for the product. It smells worse than a cigarette. It smells like having an ashtray full of cigarettes. And it's not pleasant even for a smoker, that. So I have some concerns about the acceptability, basically because of that. But I think that it is something that can be improved. So probably we will see some improvements. Yeah, dual use, it may happen because you can't get as much nicotine as you get from a tobacco cigarette. But I think dual use is much more likely with e-cigarettes, because e-cigarettes provide a different type of experience, and perhaps some smokers still need the smoking experience. And that's why there are many dual users, even people who are smoking 2 or 3 cigarettes per day, but they can't quit those 2 or 3 cigarettes per day. We'll see. We don't have a lot of data in Europe because basically in Europe it was introduced in 2016, so it's still too early. Oui, le problème, c'est surtout un problème odorant, c'est-à-dire que visiblement pour l'entourage, mais y compris pour l'utilisateur, l'IQOS sent vraiment très mauvaise, c'est pire qu'une cigarette quelque part. Et Konstantinos donnait un exemple où il était en voiture avec quelqu'un qui l'utilisait, ça lui a donné mal au crâne, quoi. Et donc ça va poser un problème effectivement d'acceptation de ce produit.
Mais il pense aussi que finalement, l'utilisation mixte de cigarettes et d'e-cigarettes est plus simple quelque part que l'utilisation mixte des deux produits. Donc si ce produit doit faire son trou, ça sera pas... Parce que ma question c'était ça, c'était est-ce que c'est pas plus simple d'être utilisateur mixte avec un produit qui est très proche finalement de la cigarette plutôt qu'avec la cigarette électronique. Et donc, pour lui, c'est pas forcément la réalité, mais pour l'instant, bon, on n'a pas suffisamment de données de terrain puisque c'est un produit qui a été mis sur le marché trop récemment pour ça. Voilà, je pense que c'est l'heure. Je pense qu'on va pouvoir conclure. S'il y a d'autres questions éventuellement, pour profiter de Konstantinos Farsaninos qui est là, non? Écoutez, merci beaucoup. Ah, pardon. Bonjour. Déjà, je ne sais pas si je fais en... Micro. Je sais pas si je fais en français ou en anglais directement. En français. Tiens, en viens ton français. micro. Alors, moi, actuellement, je travaille dans les comités de normalisation au niveau européen. Pardon. Et il y a une question qui apparaît fréquemment, c'est comment doit-on considérer ce nouveau type de produit? Est-ce qu'on considère que ce sont des produits du tabac ou alors est-ce que ce sont des produits du vapotage? À partir du moment où il y a de la glycérine et quelque part à les chauffer, c'est qu'on la vaporise. Donc ça reste dans la définition un élément vaporisant et donc ça reste un produit du vapotage. Et même s'il y a une partie du tabac qui est chauffé, qui peut être considéré comme un produit de combustion aussi. Donc la définition est un peu compliquée, le produit est un peu compliqué et le comité se pose souvent la question de savoir doit-on considérer ça comme un produit du vapotage. Du coup, je voulais savoir quelle était l'opinion de Farsaninos. Oui, parce qu'il y a de la glycérine et qu'on vaporise de la glycérine. Pardon. Parce qu'il y a de la glycérine dans l'IQOS et qu'on la vaporise en la chauffant en fait. Donc c'est ça le problème. Il y a des tas de confusions, vapeur, nicotine, glycérine, tabac. Où est-ce que ça se situe? How do you feel about classifying IQOS as a tobacco product or a vapor product, considering that particularly because there is a lot of glycerol in it and that you actually vaporize the glycerol, so it's a tricky basically, situation. And for standardization, they are really eager to... Basically, what IQOS does is it heats the tobacco in order to evaporate the humidity inside the tobacco. But the tobacco has a lot of glycerin, a lot of VG inside. So you can't deny that it's a tobacco product. It contains tobacco. So how can you say that it's not a tobacco product? It is, by definition and by design, a tobacco product. And No, it is, snus is also a tobacco product. It's a non-combustible tobacco product. I understand that they may try desperately, to classify it as something else. I don't know if that's their strategy. But I think it is very difficult for this to happen because it contains tobacco. And it will always contain tobacco. Now, I don't think that this is wrong or it's a problem. I think we need to identify what we call the risk continuum. So we should classify the level of toxicity and the level of risk of different products. And we will have a graph with different bars, starting from tobacco, cigarettes, or other combustible products, and going down to products, even going down to NRTs, to nicotine replacement therapies. And we need to identify the level of risk and the risk difference, provide this information to the smoker and let him decide. Because at the end, it's going to be the smoker who is going to decide. But I think we need more products because some products will not be successful for everyone. So the goal in public health is to attract as many smokers as possible and make them switch to less harmful products. Now, the smokers should be given the choices, should be provided with the information on the level of risk difference of different products, and let them decide what is best for them and what is successful for them. Because you may develop a perfectly safe product, but if smokers don't want to use it, then it's a useless product. So I think there is room for all products.
And by giving them the right information, we'll see what happens. Maybe some smokers will manage to quit with IQOS and then go to e-cigarettes, which seem to be safer. So you don't know how it's going to evolve. Oui, globalement, c'est un continuum de risques et c'est difficile de classifier les choses, sauf que bien évidemment, pour lui, dès l'instant où l'IQOS contient du tabac, c'est un produit du tabac. Pour lui, c'est clair. Mais il pense que ce qui serait beaucoup plus productif, bah, c'est justement de réellement classer les produits en fonction de leur toxicité et d'avoir de la cigarette qui est la plus risquée à un bout, et puis de descendre avec des produits de moins en moins toxiques, avec peut-être même les substituts nicotiniques au bout de la chaîne, et surtout de passer cette information au fumeur de façon à ce qu'il puisse lui-même faire son choix, avoir un choix éclairé avec les autorités, avec la santé publique qui lui explique quel est le risque de chaque produit et lui laisse le choix de choisir son produit. C'est là que je vais rebondir à nouveau, Jacques, sur ce que tu as dit tout à l'heure. La semaine prochaine, on fait le sommet de la vape lundi prochain à Paris. Effectivement, c'est au cœur des problématiques que l'on a, c'est la transparence sur les produits. Aujourd'hui, la vape a amené ça. Je pense que la vape, par rapport au tabac chauffé, a dû mettre des coups de pied aux fesses finalement à l'industrie du tabac qui se sont dit « oulala, il faut qu'on bouge peut-être plus vite », puisqu'il y avait des choses qui se faisaient avant, mais ils n'ont pas autant investi. Et la transparence sur les produits, c'est quelque chose d'essentiel, et le discours des autorités de santé là-dessus, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Et la vape aura amené ça de toute façon avec tous les débats que ça crée, et ça c'est quelque chose de formidable aussi, quoi. Donc merci beaucoup Jacques Le Ouezec, merci beaucoup Konstantinos Farsalinos pour tous ces éléments, toutes ces présentations, vraiment merci beaucoup. Merci. Let's go to the...